Effectivement, je voudrais essayer d'évoquer avec vous le rôle qu'a joué Anne de France dans un contexte très changeant qui se passe, comme le rappelle l'affiche de l'exposition du Grand Palais en 2010, entre Moyen-Âge et Renaissance. Un élément intéressant, c'est que vous remarquez tout de suite que sur cette affiche, c'est une œuvre de ce peintre d'origine flamande, maintenant identifié avec Jean Hey, que l'on appelle couramment le maître de moulin, et qu'effectivement, c'est donc une production artistique de la cour du Bourbonnais menée par Anne de France qui accompagnait, qui servait de phare à cette exposition. Un des messages principaux que portait cette exposition, que je voudrais répéter devant vous maintenant, c'est qu'il n'y a pas de rupture majeure entre Moyen-Âge et Renaissance. Il y a une forme d'accélération et un changement d'échelle. Et ce mouvement d'accélération commence à la fin de la guerre de Cent Ans. Il faut sortir de ce lieu commun répété partout, surtout dans cette vallée un peu plus en aval, qui est de dire qu'il faut l'Italie pour passer à la Renaissance. Que la Renaissance, c'est la conquête de l'Europe par l'art italien. Et encore, on vous dit, les Français sont des barbares ignorants. Quand ils descendent en Italie avec Charles VIII, ils ramènent avec eux la Renaissance et les artistes italiens. C'est complètement faux. Mais vous l'entendrez encore trop souvent. Il y a plusieurs modes d'accès à la Renaissance. Chaque pays d'Europe a eu son moment de Renaissance. Il n'est évidemment pas question de refuser à l'Italie ce qui est sa primauté, sa forme de leadership. Elle a commencé la première, et avec quel succès. Mais ce n'est pas une imitation générale de l'Italie par le reste de l'Europe. Chaque pays a eu sa vision, sa prise en compte, et on va voir comment Anne de France fait partie de ces personnages clés qui ont décidé d'entamer un processus ou de reprendre un processus. Et il faut se rappeler, heureusement beaucoup de conférences vous l'ont rappelé, qu'elle est fille et sœur de roi de France. Et que donc, dans ce contexte, alors peut-être, oui, tant pis, aurais-je dû mettre en diaporama, ça, on va voir. Alors nous en gardons d'Anne de France ce formidable souvenir, heureusement qu'il est resté en état, qu'il nous est parvenu, ce triptyque de Moulins qui montre bien sûr la Vierge glorieuse, mais aussi Pierre de Bourbon et son épouse en majesté. Car c'est là l'attitude d'une fille de France, autant que d'une duchesse de Bourbon. L'homme est à sa place hiérarchique et héraldique, ce qu'on appelle à dextre, c'est-à-dire à gauche quand vous regardez l'image, et son épouse et sa fille sont en la place dévolue à la femme, qu'on appelle à senestre, qui est à droite en regardant l'image. Mais c'est bel et bien la fille de Louis XI, la sœur de Charles VIII, que l'on voit apparaître là, et elle est coiffée de ce bonnet de duchesse qui est en fait une véritable couronne. Comment en arrive-t-on à une telle œuvre ? Elle ne peut sortir de nulle part par rapport à l'artiste. Le but de cette conférence n'est pas la personnalité de Jean Hey ni sa formation, mais l'artiste ne peut exister que si le commanditaire l'a repéré et lui a demandé d'intervenir. Donc qu'est-ce qui fait qu'Anne de France a été en capacité de jouer ce rôle ? On vous en a parlé sur le plan politique. Il faut se poser la question de l'accompagnement artistique et en revenir à une fille de roi précoce. Alors là aussi, nous sommes au XXIe siècle, nous avons nos visions de la maturité des enfants. Mais en ce Moyen-Âge finissant, quand on a 13 ans, on est majeur. C'est l'âge donné au roi. Lorsque le roi meurt et que son fils a plus de 13 ans, il est considéré comme roi majeur. Et donc, Anne a été élevée par son père et a pu participer
aux conceptions de son père dès ce jeune âge, qui n'était pas considérée comme trop jeune pour qu'elle puisse avoir l'esprit ouvert. Et il faut donc se rappeler le rôle de Louis XI. Alors ça tombe très bien, vous avez eu une conférence de Madame Scordia qui certes vous parlait de vénerie, mais vous avez dû apercevoir à la librairie du musée l'ouvrage qu'elle vient de publier sur Louis XI. Voilà encore un roi qu'il faut mieux approcher, mieux comprendre, y compris sur le plan artistique. Et de la même façon, le musée de Cluny prépare pour l'année normalement 2024 une exposition sur Charles VII. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des rois finalement qu'on étudiait peu, auxquels on prêtait peu d'attention, parce qu'ils étaient considérés comme les rois du Moyen-Âge finissant. Mais ils sont aussi un peu les rois de la Renaissance qui commence. Et là-dessus, Anne de France, évidemment, doit tenir compte des exemples qui sont donnés en matière de commande artistique, des exemples que son père lui-même admire et veut suivre, et qu'elle-même a appris à admirer. Et l'exemple le plus flamboyant, j'emploie le terme à dessein, puisque c'est souvent par ce mot qu'on qualifie l'art de cette période, l'exemple le plus flamboyant, c'est bien évidemment celui de René d'Anjou, un de ceux qui ont vécu justement en Italie, au royaume de Naples, en Provence, en Lorraine et en Anjou. Donc un de ceux, là aussi, qui sont l'introduction de la Renaissance en France, et vous le voyez ici, avec son épouse Anne de Laval, devant le fameux buisson ardent, ce triptyque conservé à Aix-en-Provence. Et vous voyez évidemment un des modèles du triptyque de Moulins. Là, ça crève les yeux, dirais-je. Et le roi René, c'est aussi celui qui transforme le château des ducs d'Anjou à Saumur. Et ça reste un des châteaux modèles pour cette transition vers la Renaissance qui va caractériser la deuxième moitié du XVe siècle. À partir des années 1450-60, l'architecture française se tourne vers une forme de Renaissance qui n'est pas le modèle italien. Et d'ailleurs, on pourrait presque faire un petit quiz à la salle. Sauriez-vous me citer un château italien ? Vous trouverez des palais, vous trouverez des villas, vous trouverez des forteresses, mais vous ne trouverez pas de château. Donc on est bien devant quelque chose d'original, propre à la France, qui ouvre les murs, qui cherche des effets de décor, à l'intérieur des effets de confort, qui ne sont pas la voie prise par l'Italie, mais qui sont aussi une voie nouvelle, propre à la Renaissance, de ce côté-ci des Alpes. Et ce château de Saumur en est un des modèles encore reconnus. On vient d'en terminer la restauration extérieure. Espérons que la transformation et modernisation du musée qui est à l'intérieur pourra suivre très prochainement. Alors à côté, Louis XI, on voit toujours le Plessis-les-Tours, parce qu'effectivement, Louis XI, croit-on, n'a rien construit. Et même ce château du Plessis-les-Tours, il a eu des travaux sous Louis XI, mais aussi sous Charles VIII, mais aussi sous Louis XII. Donc il a sans cesse été transformé, et on a un petit peu de mal à pouvoir déterminer encore aujourd'hui ce que l'on doit à chaque période. Pour Louis XI, restons plutôt au château de Langeais. Voilà un château qui est dû à l'initiative du souverain, qu'il a donc pu, s'il l'a souhaité, expliquer à sa fille, avec son approche encore toute empreinte de Moyen-Âge, combien qu'il faut penser à l'élégance des toitures, certainement à l'époque surmontées de faîtages métalliques disparus maintenant, ou changés au XIXe siècle, mais vous avez cet aspect encore fortifié d'apparence, mais ça devient plus une apparence qu'une réalité militairement valable, et avec une façade sur cour qui, elle, recherche le confort, la qualité esthétique et la distribution intérieure. Car un des éléments marquants du château français de ce début de la Renaissance, c'est bel et bien la recherche de logis savamment distribués, de manière à en assumer une fonction d'accueil public et une fonction de qualité privée. Alors entendons-nous bien sur cette notion de qualité privée. On a toujours tendance à voir les choses de notre temps. Quand on dit privé, on pense soi et personne d'autre. Nous sommes en présence d'une royauté qui est théâtrale. Alors vous en avez depuis l'école tous la notion pour ce qui concerne Louis XIV. Mais en fait, cette vie publique du roi de France, elle remonte au Moyen-Âge. Et elle s'accentue
à la Renaissance, particulièrement sous Henri II, mais déjà avant. Le roi vit au milieu de son peuple, même si ce peuple, ça n'est pas le commun des mortels, c'est ceux qui ont accès à sa personne, mais ça fait quand même quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Du lever au coucher, le roi vit en public. Donc la notion de pièce privée, ça veut simplement dire de pièces d'accès plus restreint. Mais il y a du monde. Donc il faut penser à cet aspect-là, il ne faut pas chercher à une petite pièce très confortable, comme le XVIIIe siècle de Louis XV voudra en créer. Là, on est dans une vie collective et une recherche de la mise en scène permanente. Et donc, la façade sur jardin intérieur, donc sur cour du château de Langeais, reflète ces préoccupations nouvelles, qui ne sont pas que celles de Louis XI. Il est possible aussi pour Anne de France de bénéficier de ce que font les officiers et conseillers de Louis XI, le plus renommé d'entre eux, comme Jacques Coeur avait pu l'être pour Charles VII, c'est évidemment Jean Bourré, un chambellan, confident de Louis XI, qui nous a laissé le château du Plessis-Bourré en Anjou, que vous voyez là entouré d'eau, mais avec cette notion d'accès solennisé et de cour autour de laquelle se distribuent les logis. Alors, pardon, l'image n'est pas très très bonne, mais j'aime bien ces recherches portées par nos amis d'Outre-Manche de faire voir l'intérieur avant, si j'ose dire, à l'époque. Et peut-être que nous ne travaillons pas assez avec les moyens virtuels qui sont les nôtres maintenant pour, devant nos châteaux traditionnels, essayer de restituer ce qu'était l'ameublement et le décor intérieur. On a fait un essai avec Chambord, certains l'estiment réussi, d'autres moins, mais c'est certainement une voie à suivre. Et à côté des conseillers et confidents du roi, il y a aussi les personnages alliés à la famille royale. Là, nous quittons la Loire pour le Loir, mais il faut évidemment tenir compte de ce que Jean de Dunois, bâtard légitimé d'Orléans, est capable de faire à Châteaudun. Et on retrouve, c'est vrai, une situation qui n'est pas sans rappelégien, où vous avez ce château qui se dresse au-dessus du Loir, pas très loin du pont de franchissement, et où, à partir des années 1470, Dunois termine une partie à la fois imposante et destinée au confort du logement. Alors, ne tenez pas compte de la partie que vous voyez à droite ou à gauche sur la photo ici. Ça, c'est l'aile qu'on appelle Orléans-Longueville. Ce sont les descendants de Dunois, et cela correspond à une construction des années 1520. En revanche, presque 50 ans plus tôt, vous avez la partie de logis propre à Dunois, avec son escalier savamment ouvert, ses niveaux superposés, comprenant, vous le voyez en bas à gauche, un jardin privatif, ce qui est tout à fait dans l'habitude héritée de la fin du Moyen-Âge. Donc là encore, la Renaissance va développer des éléments qui existaient déjà, mais qu'on va aborder de manière beaucoup plus systématique et cohérente. Et voilà la superposition des plans du château de Châteaudun. Je vous demande de regarder particulièrement ce qui se trouve en haut à gauche, ici. C'est toute une zone en contact avec les cuisines qui comporte des éléments ici identifiés comme des éléments de confort, c'est-à-dire ici des latrines et là un bloc qu'on appelle l'étuve. Alors je pense qu'à Gien, cette notion d'étuve, on va en reparler en tout cas, ça vous dit quelque chose. Mais ça fait partie du moment où on introduit dans ces nouveaux châteaux la notion également d'hygiène. Alors j'en profite pour là encore tordre le cou à des lieux communs trop souvent répétés. L'humain a toujours été humain et l'humain a toujours eu besoin de se laver. Il a fallu une forme de propagande du XIXe siècle pour répéter sans arrêt que nos anciens ne se lavaient pas et que maintenant il faut avoir souci de son corps. Mais en fait, il y a toujours eu différentes manières de se laver et effectivement, on se lavait avec une cuvette et un broc, éventuellement un équivalent de tub de l'époque, mais on se lavait quotidiennement. Après, il y avait des façons différentes selon les époques. C'est seulement dans la première moitié du XVIIe siècle
qu'il y a eu un moment l'idée propagée par de mauvais médecins que l'eau ouvrait les pores de la peau au miasme et que donc il ne fallait pas se laver à l'eau, mais se frotter à sec. Mais ça a été 30 ans. Sinon, il n'y a jamais eu de problème avec les bains et avec la toilette d'hygiène. En revanche, ce qu'on aime aussi, et ça on l'a oublié à la fin du XVe siècle, ce sont les bains de détente. Alors vous avez les fameuses maisons d'étuves, si décriées du corps ecclésiastique, qui existent dans toutes les villes et qui sont liées à une nécessité de voyageurs et de repos. Et vous avez aussi, Louis XI en était un des plus fervents pratiquants, cette habitude qui nous surprendrait bien de commencer un banquet par mettre tout le monde au bain. Alors je dis que ça nous surprendrait bien parce que on ne fait plus le barbecue à côté de la piscine. Ah, si, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on offrait aux invités des séries de grands bacs en bois remplis d'eau chaude, avec des pavillons de toile au-dessus pour garder la chaleur de l'eau, et on était prié de se fourrer là-dedans. Alors évidemment, on se déshabillait, on s'enrobait d'un drap, la pudeur était respectée, mais on se mettait dans l'eau pendant 20 à 40 minutes, on se faisait servir des apéritifs, et ensuite on sortait, on se séchait, on se rhabillait et on allait au banquet. Voilà des choses qu'on a complètement perdues de vue parce qu'on est pris dans cette histoire très arrangée que nous a laissé le XIXe siècle, où il fallait toujours dire que les anciens ne se lavaient pas pour expliquer que maintenant il faut se laver. Et il y a, au-delà de ces recherches de confort, une volonté de décorum. Là aussi, ça n'apparaît pas avec la Renaissance. Là, nous arrivons chez Charles VII, c'est la fameuse miniature d'un disciple de Fouquet qui représente le lit de justice tenu à Vendôme par Charles VII pour condamner le duc d'Alençon. Et vous voyez le faste judiciaire que représente cette volonté du roi de réunir au sens propre sa cour autour de lui, c'est-à-dire sa cour au sens de curia regis, là où s'exerce la justice. Et vous avez donc un faste de décor qu'on doit aussi imaginer dans les châteaux de cette époque, même s'il y a peu de représentations intérieures, hélas, nous en sommes parvenus. Donc il faut imaginer la jeune Anne découvrant, mais apprenant aussi ce que sont ces nouveautés, ces évolutions autour d'elle, du cadre où elle vit, avant d'être elle-même en capacité à choisir. D'autres aussi vont l'aider à augmenter cette capacité de choix artistique. Elle épouse, vous le savez, à 13 ans, Pierre de Beaujeu, qui est donc un cadet de la famille de Bourbon. Il a un frère aîné, Jean II, un autre frère aîné, le cardinal Charles de Bourbon, qui est archevêque de Lyon et abbé de Cluny. Et c'est le cardinal de Bourbon qui fait le premier appel à Jean Hay. Et c'est son portrait par Jean Hay que vous voyez ici, un prélat d'église dans sa stalle, et vous remarquez sur la droite du tableau les armes de Bourbon. Donc on a un cardinal soucieux de l'apparat de sa fonction, mais aussi de la démonstration de l'importance de sa famille. Car Anne est fille de France, on va dire de la branche aînée, mais quand même une Valois. Mais par ailleurs, les Bourbons sont fiers de rappeler qu'ils descendent de Saint-Louis. Et il y a donc, évidemment, ce petit bâton de gueule, mais sinon, ce sont les armes de France que l'on met systématiquement en avant. Ce qui fait que Charles de Bourbon est aussi un modèle dans la recherche et la commande artistique. Il fait entièrement décorer une chapelle de la cathédrale de Lyon, qu'on peut encore voir, qui malheureusement a perdu une partie de ses vitraux, et surtout son décor peint. Et heureusement, l'érudit Guénière, sous le règne de Louis XIV, avait fait relever une partie de ce décor peint que vous voyez là, c'est-à-dire une démonstration luxueuse de l'identité héraldique des Bourbons. Et c'est là que ça va être un élément majeur qui va accompagner cette conférence, c'est le fait d'utiliser les armoiries comme carte d'identité, ça existe depuis la fin du XIIe siècle, mais aussi comme accompagnement de faste artistique. C'est-à-dire, vous avez, on va dire, les ornements, mais vous avez aussi tout ce qui touche à l'héraldique, qui devient le support d'une création artistique dédiée. Et là, ça se voit très bien. Vous voyez ce pavillon, ce lion
très démonstratif, qui porte l'écusson de Bourbon et tous ces animaux symboliques accompagnant cette mise en valeur familiale avec le monogramme sur des bandes verticales à l'arrière-plan. Ça correspond à ce qu'on appelle la livrée du personnage. Et nous conservons du faste des commandes de Charles de Bourbon, pardon pour cette mauvaise photographie, au trésor de la cathédrale de Sens, une tapisserie à ses armes représentant l'adoration des mages. Donc là, heureusement, de cette habitude de commande fastueuse propre aux prélats de cette époque, on a beaucoup d'inventaires qui nous décrivent énormément d'œuvres malheureusement perdues, mais là, heureusement, ça fait partie de ces témoignages qui ont survécu. Là, nous avons vu la fille de roi, et immédiatement à la mort de son père, elle devient la sœur de roi. C'est quelque chose qui compte beaucoup dans la royauté française, et pas seulement française d'ailleurs. C'est cette idée que le clan, que le lignage est l'appui naturel du souverain en titre. Et donc on a développé notamment sous Charles V et Charles VI cette notion qu'on a appelée les princes des fleurs de lys, où autour de Charles V, dès on va dire son état de dauphin, pendant que son père était prisonnier en Angleterre, sous Charles VI, qui a lui-même eu assez précocement, comme vous le savez, des problèmes de santé assez sérieux, on a eu ses oncles et son frère qui ont tenu lieu d'une sorte de garde rapprochée, capable de l'aider, de le soutenir et de lui indiquer éventuellement des pistes à suivre, où on avait le duc d'Orléans, au départ de Touraine, Louis, son frère, mais aussi ses oncles, Bourgogne, Bourbon et Anjou. Donc c'est la même chose que résume en quelque sorte quasiment à elle toute seule Anne, parce que les autres princes du sang se sont un peu rebellés à la mort de Louis XI et ont voulu empêcher évidemment une femme d'assumer le gouvernement du royaume. C'est pour ça que cette notion de régence a si divisé l'époque, combien que déjà on savait donner leur place aux femmes. Donc elle est sœur de roi de France. Et à ce titre, elle est le soutien et l'encouragement naturel de son jeune frère. Donc là, vous l'avez caracolant, incarnant cette fameuse prophétie qu'on a trop souvent oubliée, cette idée qu'un roi, descendant de Charlemagne, portant lui-même le nom de Charles, allait rassembler la chrétienté pour reconquérir les lieux saints. Mais reconquérir les lieux saints, à cette époque, ça passe par Constantinople, qui est aussi à reconquérir. Et donc la descente en Italie de Charles VIII, bien sûr, c'est pour concrétiser les droits au royaume de Naples qu'il a reçus par le legs que lui a fait René d'Anjou, enfin plutôt que René d'Anjou a fait à son père. Mais clairement, ce n'est pour lui que le début d'une épopée qui doit le mener jusqu'à Jérusalem. D'où cette façon qu'il a, vous le voyez, d'arborer la croix. Non pas la croix du croisé, mais la croix du royaume de Jérusalem. Mais derrière, c'est Anne de France qui assure le gouvernement, qui a su s'appuyer sur un petit clan de nobles, notamment l'amiral Mallet de Graville, qui vient de faire l'objet d'une thèse de Mathieu Deldic qui a été très récemment publiée, la famille d'Épinay, malheureusement oubliée. Il y a comme ça des personnages de la haute noblesse, et puis des personnages de plus petit rang, mais qui sont de véritables commis de l'État, comme Florimond Robertet, ou d'autres personnages au service des Bourbons, mais qui entrent au service de la royauté. Et donc, derrière son frère, elle intervient par exemple à Paris. Et très certainement, elle apprécie, comme lui, comme le fera Louis XII, les talents de celui qu'on appelle le maître de Saint-Gilles, et qui est un peintre flamand installé à Paris. C'est lui l'auteur notamment de ce fameux panneau où vous voyez Charlemagne en prière dans une église où un ange va lui remettre ses péchés, mais l'église en question, c'est le chœur de Saint-Denis, représenté avec tous les détails de ses œuvres phénoménales. C'est comme ça qu'il faut imaginer nos églises de l'époque. C'est comme ça qu'il faut imaginer la collégiale de Gien, juste à quelques mètres de nous. Et donc, le maître de Saint-Gilles, lui, il travaille à Paris, il ne quittera pas Paris. C'est aussi une des raisons de préférer employer Jean Hay.
Et d'autres artistes de formation flamande installés à Paris travaillent pour une intervention dont on crédite généralement Charles VIII, c'est la rose de la Sainte-Chapelle. Vous savez que la Sainte-Chapelle de Saint-Louis date du milieu du XIIIe siècle, mais dans les années 1485, on refait la rose occidentale, au goût du jour. Et alors ce goût du jour vient-il du choix du très jeune roi, ou plus probablement du choix de sa sœur? Les éléments héraldiques sont ceux de Charles. C'est normal, il est le roi régnant. Mais il y a tout lieu de penser que le cerveau qui a conçu et dirigé, c'est celui de sa sœur. Et elle sait voir aussi ce qui arrive avec d'autres artistes, comme ici Poyet, qui est l'auteur, donc pour un manuscrit maintenant dépecé, de cette Vierge à l'enfant, qui adopte l'ornement à l'antique. Là encore, on a trop longtemps erré en prétendant qu'il s'agissait d'italianisme, alors qu'en fait, oui, on se tourne vers l'Italie pour récupérer des modèles d'ornement venus de l'Antiquité. Car ce que la France de la seconde moitié du XVe siècle veut adopter, c'est d'une part une austérité qui va avec une partie de l'art flamboyant, mais d'autre part une synthèse entre l'ornement flamboyant et l'ornement antique, qui est une façon de démontrer que la royauté française est l'héritière naturelle des empereurs romains. Et ça va dans un sens de l'histoire avec cette prophétie dont espère bénéficier Charles VIII, qui est l'idée que le roi de France est un modèle de monarchie universelle et qu'avec lui reviendra un âge d'or dominé par le retour du Christ sur terre. Il y a toute une série de traités dont bénéficie Charles VIII, dont bénéficiera Louis XII, dont bénéficiera François Ier, qui font du roi de France cette espèce d'incarnation de la finalité des temps. Donc l'ornement à l'antique, c'est une façon de le rappeler. Ce n'est pas du tout une façon de copier l'Italie, point final. On s'y est beaucoup mépris. Et après, il faut se rappeler également tout simplement le vocabulaire de l'époque. Quand on commande quelque chose comme ça, on va dire « je veux que le décor soit taillé à l'antique ». Mais quand on veut des ornements que nous appelons flamboyants à soufflet et mouchette, on dit « je veux que le décor soit à la moderne ». Donc il faut vraiment que vous sortiez de l'idée gothique flamboyant égale gothique, égale fin du Moyen-Âge, égale archaïque. On est dans une époque pleine de vie, de grande création, où il y a à la fois l'antique et le moderne c'est le flamboyant. Pas du tout voué à l'extinction. Alors on en arrive, effectivement, à ce que veut Anne de France et comment ce château où nous sommes incarne cette volonté d'Anne de France. Alors je ne suis pas là pour vous détailler le château de Gien. Vous avez déjà eu une conférence par l'archéologue qui a dirigé les fouilles. On peut espérer que tôt ou tard, il y aura une monographie publiée sur le château, mais c'est vrai qu'on est devant un château qui a été trop sous-estimé. On n'a pas su, dans l'histoire de l'architecture française, rendre à Gien la part qui est la sienne dans ce renouveau des châteaux de la deuxième moitié du XVe siècle. Probablement, d'une part parce qu'on cherchait trop l'Italie, qui évidemment ne voit pas là, d'autre part parce qu'on était un peu obsédé par les châteaux autres de la Loire, avec leurs beaux tuffeaux bien blancs, et que finalement le briquet-pierre, on ne sait pas quoi en penser. D'autant plus que le XIXe siècle et la guerre sont passés par là, et qu'effectivement, dans la perception traditionnelle de l'historiographie pour le château de Gien, c'est que le XIXe siècle a tout refait. Et que donc le château ne vaut pas pour estimer la place qui est la sienne. Alors là aussi, l'archéologie du bâti, les nouvelles façons d'appréhender l'histoire de l'architecture ont permis des avancées. Et on peut maintenant, grâce à la dendrochronologie, grâce à un certain nombre d'études de mortier, etc., dire des choses sur ce château où on s'aperçoit qu'effectivement, il correspond à un vrai programme entièrement moderne de logement de Pierre et Anne, chacun son logis, avec son extension, sa salle, sa suite de pièces plus ou moins privées, les lieux de confort, le jeu de l'oriel superposé
permettant de bénéficier de la vue, de manière effectivement cette fois-là personnelle, la relation au jardin, les jeux de couloirs de desserte, de pièces à destination de loisirs privés intellectuels. Alors il est effectivement une chose dont je n'ai pas prévu de vous parler, mais dont je dois vous rappeler l'existence, c'est l'intérêt du livre, l'amour pour le livre qu'on a à cette période, encore le livre manuscrit somptueusement enluminé, mais également le livre imprimé, qui, lorsqu'il est imprimé sur vélin, fait en général aussi l'objet d'un décor enluminé particulièrement riche. Et là-dessus, alors je ne l'ai pas apporté parce que c'est un pavé un peu lourd, mais vient de sortir l'ouvrage dirigé par Olivier Matteoni sur la bibliothèque des ducs de Bourbon. Et bien évidemment, Anne de France y tient une place particulièrement importante. Et elle avait bénéficié, en dehors de la bibliothèque Bourbon, d'une partie des livres de sa mère, Charlotte de Savoie, qui était une grande bibliophile. Donc on a aussi cet essor intellectuel, cette exigence intellectuelle qui marque les personnages importants de cette période. Et on peut dire que là-dessus, le château de Gien est une incarnation de cette exigence à la fois politique et intellectuelle, et donc sa concrétisation artistique. Et dedans, on va y retrouver des éléments effectivement importants, un traitement très original de ce qu'on appelle la chambre en haut de l'escalier. Bien évidemment, les escaliers, vous voyez, sont extrêmement importants pour desservir les logis de part et d'autre. On a un jeu des salles de réception, des appartements à vocation successive, mais partout on introduit des escaliers bien placés, avec cette nouveauté d'avoir des pièces qui débordent, d'où cet aspect de rupture géométrique, c'est très surprenant, mais ça permet d'avoir des pièces, on va dire, de gestion administrative. Vous avez les appartements proprement dit avec des lieux d'études. Il faut bien se rappeler qu'avant le studiolo italien, il y a l'estude française. Et on arrivera au cabinet au XVIe siècle. Mais là, il y a ces pièces qui se multiplient dans la deuxième moitié du XVe siècle. Je regrette beaucoup que Sylvie Marchand, qui travaille à la DRAC Centre, n'ait pas publié son mémoire sur les chambres en haut, comme on les appelle, mais peut-être pouvez-vous l'inviter à faire une conférence ici sur cette notion de chambre en haut à cette époque et sur la singularité des chambres en haut du château de Gien. Et il y a également, bien sûr, par la volonté d'Anne de France, cet élément de confort qu'on a cité tout à l'heure pour Châteaudun, qui existait également, évidemment, à l'hôtel Jacques-Cœur à Bourges, mais dont on s'aperçoit qu'on le rencontre dans bien des résidences importantes de la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire la volonté d'avoir une installation de bain. Alors là encore, de bain de confort, qui comprend en général la possibilité d'un bain tiède ou chaud et une pièce où prendre un bain de vapeur. Donc ce qu'on va appeler une étuve, en général chauffée par en dessous, donc par hypocauste, ce qui est le cas ici à Gien, mais qu'on connaît aussi par d'autres types de chauffage, y compris tout simplement une cheminée où on fait rougir des pierres, en jetant de l'eau par-dessus après. Beaucoup de systèmes différents existent, mais il est clair qu'ici, Anne de France a fait installer quelque chose de particulièrement raffiné, dont vous avez ici les plans et coupes de cette installation existante, qui malheureusement n'est pas ouverte au public. Peut-être y aura-t-il des possibilités futures en petit nombre. On peut toujours le souhaiter. Là, c'est Jean Mesqui qui avait exécuté ces relevés pour un numéro spécial du bulletin monumental dans les années 2000, consacré justement au bain au Moyen-Âge et à la Renaissance. En même temps que se construit Gien, il y a évidemment d'autres châteaux novateurs. Gien incarne particulièrement cette forme de modernité, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'à Gien, on ne peut pas exagérer non plus dans l'autre sens, mais certains des châteaux concernés n'existent plus non plus. Un des plus intéressants, peut-être fera-t-il enfin l'objet d'une vraie campagne de fouilles, en tout cas il faut l'espérer, c'est le château du Verger, construit par Artus de Rohan, le fameux maréchal de Gier, qui est justement un des plus fidèles soutiens du couple Beaujeu lors de la Régence. C'est parce qu'il refuse de rallier l'opposition que les Bourbons ont pu triompher face à la noblesse révoltée.
Donc on avait ce château très impressionnant, à double cour, dont il ne subsiste plus malheureusement que des ruines. Et évidemment, par rapport à Gien, on doit faire le parallèle avec Moulins, parce qu'on va retrouver aussi des éléments parfaitement comparables, et voulus en même temps sur les deux sites. Alors après, il y a des subtilités chronologiques sur telle ou telle partie, je n'entrerai pas dans ces détails, mais on sent la volonté d'Anne de France d'assumer une forme de programme de plus en plus raffiné d'un site à l'autre. Donc vous avez l'état précédent du château du Cal de Moulins, tel qu'on le connaît ici vers 1450, et vous avez l'état à l'arrivée, malheureusement, on l'a bien modifié. Là, on est dans une gravure de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Mais vous retrouvez donc le groupe, on va dire, médiéval à droite, et à gauche, tout ce qu'Anne de France a fait construire. Et vous retrouvez les jeux d'Oriel et toute une série d'éléments avec la place des escaliers, les jardins sur la terrasse ici, comme on le connaît à Gien. Donc on est bien dans une forme de programme qu'elle a défini assez tôt et qu'elle applique aux résidences qu'elle compte occuper, avec des éléments qu'on connaît par les textes, mais malheureusement qui n'ont pas survécu, comme les volières, les labyrinthes. Elle a un goût des fontaines. Alors on a retrouvé 2 éléments de fontaines anciennes à Moulins, mais très très abîmés. Il y en avait beaucoup d'autres, et il y en avait ici. Peut-être qu'un jour, là aussi, des fouilles pourront trouver des fragments. On ne sait jamais. Mais en tout cas, pardon, là ça passe très mal à l'écran, on a pour Moulins donc 2 plans de l'état du palais avant le fameux incendie qu'il a ravagé en 1777. Donc vous avez toute cette aile de résidence ici, la partie médiévale est là, et ce qu'on appelle l'aile neuve est ici, car il subsiste à Moulins, ce qui est perdu ici, c'est-à-dire la partie en retour qui menait vers la collégiale. Et à Moulins, évidemment, il y a un choix particulièrement fort avec la chapelle ici, une galerie d'étages avec une salle au milieu, peut-être due au fameux Paul l'Italien qu'Anne de France employait. Ça, on en a le témoignage dans les contes, de même qu'elle avait un menuisier d'origine napolitaine. Mais ce qui nous reste, évidemment très restauré aussi, c'est l'allure extérieure de l'aile neuve. Bon, la moitié est en fait une réfection du XIXe siècle, mais vous avez ce vocabulaire décoratif à l'antique répandu sur toute la façade, aux côtés des monogrammes de Pierre et Anne et de la ceinture Espérance et des autres éléments de l'héraldique des Bourbons. Donc là aussi, le décor extérieur est en partie basé sur l'héraldique. Et à l'intérieur, il en était de même. Au musée Anne de Beaujeu, vous avez ce tympan sculpté avec les armes de Pierre et Anne, donc Pierre à dextre, Anne à senestre, et l'écu ici joint qui évoque les 2 époux. Et ce tympan était très probablement donc le tympan d'entrée de la chapelle, c'est-à-dire ici, l'ouverture vers la galerie. Et vous voyez que c'est une chapelle à plan centré avec coupole. Là aussi, on est avant 1503. Donc on est dans les premières constructions proprement Renaissance, tenant compte de l'Italie cette fois-ci, pour les années 1500. Alors voilà le plan de la chapelle, proposé par Albert Châtelet, parce qu'effectivement, une des questions qui divise encore l'historiographie, vous savez, les savants adorent s'entre-déchirer, heureusement avec des mots et pas avec des épées, mais quelquefois on n'en est pas loin. Et donc, une des querelles habituelles, c'est mais ce triptyque de Moulins, où était-il ? Et effectivement, je dois dire que pour ma part, du fait qu'on y trouve, contrairement au triptyque d'Aix, aucune héraldique, à part ici le monogramme Pierre et Anne, je ne peux m'empêcher de penser que cette absence de présentation héraldique du couple ducal s'explique par le fait que le triptyque était prévu dans une chapelle entièrement ornée à l'intérieur d'un décor héraldique, la chapelle du palais ducal. Et comme le suggère Albert Châtelet, il pouvait effectivement être ici, au-dessus de l'autel, avec ses volets ouverts, mais pas sur le même plan que le panneau central. En tout cas, là, il rentre.
Alors après, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Philippe Lorenz m'a fait une jolie grimace, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de débattre de cette hypothèse, dont les autres, comme vous en doutez, estiment qu'il a été fait pour la collégiale de Moulins dès le début. Et alors, pourquoi y a-t-il aussi peu d'héraldique ? La question restera discutée. Alors, pardon, j'ai d'horribles photos, donc je passe très vite sur la sculpture et les sculptures de la chapelle du château de Chantelle, maintenant disparu, pas les sculptures, mais la chapelle. Et on sait que Anne faisait appel à Jean Guillaumet, dit Jean de Chartres, un élève de Michel Colombe, et dans les comptes récemment retrouvés et acquis par les Archives nationales, on a la mention effectivement d'un paiement par Madame à Jean de Chartres pour l'annonciation du portail des Carmes de Moulins. Donc là aussi, c'est Anne qui intervient elle-même pour faire les commandes. Malheureusement, ces statues, on ne sait pas comment elles étaient disposées dans la chapelle. Et on arrive à une période, effectivement, où la notion de portrait est extrêmement importante. Donc je vous mets comme rappel ici le portrait de Pierre de Bourbon tel qu'il est conservé toujours par Jean Hay au musée du Louvre. Mais c'est vrai que là, on a une singularité un peu plus négative chez les Bourbons. Alors que d'autres, comme ici Anne de Bretagne, se sont fait faire des médailles, support monumental, support œuvre de sculpteur par excellence, il n'y a pas de médaille d'Anne de France, ni de Pierre de Bourbon. Est-ce délibéré? Les a-t-on perdues? Je pense que si elles avaient existé, on les aurait conservées. La médaille est métallique, il faut vraiment vouloir tout fondre. Et pourquoi? Il y a très peu de métal à récupérer avec des médailles comme ça. Donc je pense que s'il y en avait eu, on les connaîtrait. Donc la difficulté, c'est d'admettre que dans certains cas, Anne de France a été pionnière, mais dans d'autres, pour des raisons que nous ne connaissons pas, elle n'a pas voulu adhérer au mouvement. Et donc, notamment, cette création propre à la Renaissance, qu'est la médaille, dont les premières créations remontent à Jean de Berry, pourquoi est-ce que le couple Bourbon n'en a pas fait? Alors qu'on en a une, semble-t-il, de Jean II. Donc là, il y a une question dont je n'ai pas la réponse. Mais voilà, vous savez, tout historien, quand il commence à s'attacher à un personnage, s'y attache quelquefois trop. Donc il faut se méfier d'une forme qui confine à la géographie. Donc tout n'est pas forcément toujours réussi et exceptionnel chez Anne de France. Et parmi donc, ces petits défauts, il faut souligner, voilà, elle ne s'est pas fait faire de médaille. Contrairement à Louis XII et Anne de Bretagne, qui ont reçu cette médaille en cadeau lors de leur entrée solennelle à Lyon en 1500. Donc Anne était là. C'est la fameuse entrée où elle se plaint parce que son cadeau n'est pas aussi beau qu'elle devrait le recevoir en tant que fille et sœur de roi. Et donc elle envoie une lettre de reproche au conseil municipal de Lyon et elle se fait donner une fontaine en marbre qu'elle avait vue dans la cour d'un banquier en compensation. On peut dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Alors, nous avons longuement parlé de Gien, parlé de Moulins. Il y a d'autres résidences d'Anne sur lesquelles on sait peu de choses, mais dont il faut tenir compte. Parmi ces résidences, il y a à Paris l'hôtel des Tournelles, malheureusement entièrement disparu, mais qu'elle préfère à l'hôtel de Bourbon, qui est lui à côté du Louvre. Elle utilise manifestement le château de Châtellerault, donc, qu'elle a reçu en même temps que Gien, mais Châtellerault, il n'y a plus rien non plus. Et on est en train de s'attaquer en ce moment même à un autre château qu'elle avait reçu et qu'elle a beaucoup plus occupé qu'on ne le croyait, c'est le château de Creil. Alors évidemment, on est parti dans l'Oise. C'est la capitale du comté de Beaumont, que lui a donné son père. Mais c'est un château de grande ampleur où Charles VI aimait résider, et au témoignage d'un érudit du XVIIe siècle, mais aussi de Jacques Androuet du Cerceau, qui nous a laissé une vue du château et un plan, alors peut-être pas complètement fiable, mais elle y avait beaucoup résidé. Alors il est possible que l'historiographie ait un peu gommé la chose, parce qu'après Anne, une autre dame de grande ampleur et de forte volonté a occupé le château de Creil. Une autre Bourbon par sa mère, c'est-à-dire Louise de Savoie. Alors c'est bien, on n'est pas à Moulins, parce que quand à Moulins on dit Louise de Savoie, on entend tout de suite murmurer dans l'assistance. Mais
Oui, les possessions des Bourbons ayant été confisquées lors du départ forcé du connétable, Creil a été occupé par Louise de Savoie comme le reste. Donc, il est possible qu'on ait un peu confondu les deux et donc négligé la présence d'Anne de France. Mais ce que nous dit l'érudit du XVIIe siècle, c'est que les murs du château de Creil sont parsemés du monogramme PEA. Donc il y a eu un vrai décor qui a été posé à l'intérieur, sculpté comme peint, dans ce château de Creil. Et dans le cadre des autorisations de fouilles programmées, il y a un PCR qui a été déposé pour permettre une étude au château de Creil, comme il y en a eu une ici lors des travaux. Simplement, le château de Creil, lui, a été tellement dénaturé qu'il va falloir aussi beaucoup d'enquêtes documentaires et d'enquêtes sur ces plans et dessins anciens pour en retrouver l'importance. Mais il est intéressant, bon, c'est un château avec cour, bien sûr, mais vous voyez, c'est un château qui avait aussi sa collégiale et son jardin. Donc, les deux côtés. Donc, on retrouve des traits communs, et il est probable que la connaissance de Gien permettra peut-être aussi de mieux comprendre certains aspects du château de Creil. Et là-dedans, ça nous permet d'introduire effectivement une réflexion, d'autres pistes à ouvrir sur l'ameublement intérieur. Car les archives du Loiret ont récupéré un inventaire du château de Gien 1511-1512, qui nous dit d'ailleurs que certaines tapisseries viennent de Creil. Et cet inventaire, il a été transcrit, je crois qu'on peut trouver cette transcription sur le site des archives départementales du Loiret, mais il n'a pas encore fait l'objet d'une exploitation publique. Alors peut-être là aussi demander, je ne sais pas, à Henri Pinoteau, à quelqu'un d'autre, de venir montrer et expliquer cet inventaire, et peut-être d'organiser une forme d'exposition sur panneau, comment était meublé Gien, au témoignage de cet inventaire. Alors là, je bats ma coulpe. Depuis qu'il a été trouvé, je l'ai regardé, mais je n'ai pas eu le temps de me lancer moi-même dans une enquête. Beaucoup de tapisseries sont citées, avec des titres à la mode du milieu et de la deuxième moitié du XVe siècle, mais je n'ai pas eu le temps de repérer des tapisseries existantes qui correspondraient à ces tapisseries citées. Pas forcément celles qui viennent de Gien, mais un autre tissage identique. Mais en tout cas, ça permet de se faire une idée. Et on a quand même, vous avez par exemple ici la Fleur des histoires de Jean Mancel, manuscrit de l'amiral de Graville, qui le montre avec Louis XII recevant le manuscrit, et vous voyez comment était décoré l'intérieur, avec cette livrée de Louis XII parsemant les murs, et puis ces tambours de porte en bois sculpté pour éviter les courants d'air. Donc on peut très bien imaginer la même chose ici. Donc il y a moyen de suggérer, attention, il ne faut pas tomber dans l'excès et proposer à Gien des choses qui ne s'y sont jamais trouvées, mais néanmoins, on peut aller vers des analogies. Vous voyez ici, Anne de Bretagne, là on est probablement à Blois, mais c'est un manuscrit, là aussi, des années 1500, qui est conservé à Saint-Pétersbourg et qui peut facilement servir de base pour imaginer un décor intérieur contemporain. Et il nous reste quelques petits fragments. Ici, un panneau polychrome aux armes des Bourbons, de Pierre et d'Anne, et je pense, pour ma part, qu'il s'agit d'un panneau de lit comparable à ce lit de 1515, qui est normalement conservé au musée lorrain de Nancy, mais exposé en ce moment à Écouen, et qui est ce qu'on appelle le lit des ducs de Lorraine, mais qui a été fait pour le mariage de Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon-Montpensier, donc la sœur du connétable, il l'était à l'époque, et le mariage a eu lieu à Amboise. Donc je pense que le lit a été fait en Val-de-Loire. Mais en tout cas, vous voyez à la fois la polychromie et la richesse du décor héraldique qui le caractérise. Évidemment, ne tenez pas compte des étoffes, qui sont des étoffes modernes. Les parures de lit étaient sans doute ce qu'il y avait de plus splendide à l'époque, mais évidemment, c'est aussi ce qu'il y avait de plus fragile. Il y avait également beaucoup de pièces d'orfèvrerie, malheureusement toutes perdues, même si les comptes conservés partiellement d'Anne de France nous montrent qu'elle avait les mêmes orfèvres qu'Anne de Bretagne, notamment Arnoul du Vivier. Et donc on peut imaginer des œuvres comme celle-ci, un pot en cristal de roche, avec sa monture en argent doré, portant ici les armoiries des Bourbons. Mais pas les mêmes Bourbons, puisque là il s'agit d'une pièce qui appartenait à Marie de Luxembourg. Donc il s'agit des Bourbons Vendôme. Mais on est toujours dans une apparence
assez comparable à ce que pouvaient être les richesses que possédait Anne de France. Il ne faut pas négliger non plus l'approche du bijou. Vous avez là, au cou d'Anne, sur ce portrait par Jean Hay conservé au Louvre, vous voyez, un très splendide bijou qui contraste évidemment par sa qualité, tout en étant accordé en couleur avec sa tenue sombre, mais là aussi, on a des contes qui montrent qu'on a livré des pièces majeures, malheureusement disparues, où il y avait des pierres précieuses et une somptueuse monture d'orfèvrerie, quelquefois émaillée. Et il est probable, dans ce charmant portrait de la petite Marguerite d'Autriche, que Pierre-Gilles Giraud vous commentera sûrement très longuement à sa conférence, il est probable que le bijou en fleur de lys que Marguerite porte au cou, ici, est un bijou conçu par sa future belle-mère, belle-sœur, pardon, par sa future belle-sœur, c'est-à-dire Anne de France, même si elle n'épousera finalement pas Charles VIII. Mais cette façon de montrer qu'elle est future reine est sans doute de l'invention d'Anne. Et il nous reste, conservé à la Wallace Collection de Londres, cet élément de diptyque qui a été remonté évidemment en style Art Nouveau, mais dont les plaques en or émaillé, là c'est du travail d'orfèvre, sont bel et bien d'origine, et on retrouve Pierre et Anne en prière. Simplement, quand on a remonté les deux plaques, évidemment, on les a retournées. Normalement, ils sont face à face. Mais vous avez là une pièce d'orfèvrerie insigne, malheureusement de tout petit format, hein, c'est plus petit que ça, pour montrer la qualité de la commande artistique d'Anne de France. Alors, ceux qui ont vu l'exposition de Moulins ont eu la chance de voir cet objet, parce que jusqu'à très récemment, la Wallace Collection ne prêtait pas. Et maintenant, il y a eu une décision de son comité de trustees qui permet le prêt à l'étranger. Enfin, même le prêt ailleurs en Angleterre s'il le faut. Donc, cet objet a pu être vu en France. Et on espérerait bien en voir d'autres. Dans les coffres d'une banque se trouvent ces deux volets en émaux peints de Limoges, dont je n'ai que cette mauvaise reproduction, mais qui montrent là aussi Pierre et Anne avec leur saint patron. Là, c'est l'œuvre d'un émailleur de Limoges. Il manque la partie centrale, et on peut évidemment le mettre en relation avec le fameux triptyque conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, représentant Louis XII et Anne de Bretagne en prière, de part et d'autre de l'Annonciation. Donc on avait certainement un triptyque comparable pour Pierre et Anne. Alors, la question qu'on peut se poser, je n'ai aucune réponse satisfaisante, mais j'aime bien la poser, c'est est-ce un triptyque des rois voulu par les rois, ou ne serait-ce pas Anne de France qui fait faire un triptyque pour elle et son mari, et un autre pour le roi régnant et Anne de Bretagne? La question, à mon avis, est ouverte. On a trop souvent regardé la seule initiative du roi de France, de la reine, et pas assez celle du couple Bourbon. En tout cas, le lien avec l'émail de Limoges, comme on peut le voir aussi avec cette fameuse plaque datée de 1503 et conservée au musée de Cluny, où on a en bas les armes de France et les armes du royaume de Naples. Il y a dans la commande artistique de l'époque, l'émail de Limoges est aussi un élément dont on n'a pas assez tenu compte. Et puis, le vitrail. Alors, je ne m'attarderai pas, il y a des spécialistes beaucoup plus savants que moi, sur les vitraux qui subsistent, notamment à Moulins, mais dont on peut trouver d'autres fragments un peu partout, dans beaucoup d'édifices liés au mécénat d'Anne de France. Mais il faut rappeler qu'on a aussi des dessins de vitraux disparus, où à chaque fois, on la voit en prière, de part et d'autre de la crucifixion. Là, c'était à Villefranche-sur-Saône. Et on peut se poser la question des peintures murales, si les peintures murales mentionnées, notamment à Creil, n'étaient pas de la même nature que ces modèles liés au vitrail. Ce qui fait que, vous voyez, on peut aborder l'ensemble des techniques de création artistique. On retrouve à chaque fois, en quelque sorte, la patte d'Anne de France. Mais malgré tout, ce qui nous en reste irrésistiblement, c'est bien évidemment le triptyque de Moulins, triptyque qui vient de quitter ou qui va quitter, je ne sais pas, quelques jours près, Moulins, pour gagner le centre de restauration et de recherche des musées de France à Paris, faire l'objet d'une restauration soignée, peut-être d'une exposition de présentation au musée du Louvre, avant de retourner à Moulins dans un emplacement soigneusement préparé en conséquence. Donc sans doute, grâce à l'étude qui va accompagner cette restauration, pourrons-nous en savoir beaucoup plus, par exemple sur sa date. Le seul repentir majeur
qu'on a trouvé en radio dans le triptyque, c'est le fait qu'au départ, Suzanne était coiffée d'un voile et finalement, elle s'est retrouvée avec une couronne. Ce qui fait que là aussi, autre hypothèse personnelle, je pense que le triptyque a vraiment été peint autour de la mort de Pierre de Bourbon, c'est-à-dire commencé avant, mais terminé après sa mort. Ce qui expliquerait pourquoi il y a peu d'héraldique d'un côté, mais aussi de l'autre, pourquoi on a modifié l'apparence de Suzanne en lui donnant la coiffure de la duchesse régnante, puisqu'à ce moment-là, sa mère devient duchesse douairière, tout en gardant les rênes du gouvernement. Là, il n'y avait pas de contestation possible. Donc on a voilà, cette œuvre qui nous reste et qui est sans doute la preuve la plus marquante de l'importance d'Anne de France dans le domaine de la commande artistique, comme elle l'a été, on vous l'a amplement prouvé tout au cours de l'année, dans le domaine politique et de l'action du gouvernement. Merci de votre attention.